détachez-vous de ce qu'on attend de vous. Faites les choses qui vous plaisent, qui vous font du bien, qui vous permettent de vous épanouir, de vous accomplir, parce que c'est comme ça que vous allez gagner confiance en vous. Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout qu'on m'entend bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va être disponible ici sur ma chaîne YouTube, mais également en podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et les autres. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai choisi, et un sujet pas des moindres, voilà, un sujet quand même assez important, le fameux sujet de la fille aînée, le syndrome de la fille forte, de la deuxième maman, de la fille aînée, quoi, tout simplement. C'est pas un sujet que j'ai préparé, c'est pas un sujet où j'ai des notes, etc. Là, c'est vraiment moi, ma tête et vous, ok? Avec mon petit matcha, mon petit porridge, et on discute tranquillement de ce sujet-là qui me passe par la tête. Peut-être que je ferai un autre épisode un peu plus construit si vous aimez bien cet épisode, ce sujet, et que vous avez besoin qu'on en parle un peu plus. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais là, c'est vrai que j'avais envie de parler de ça. Pourquoi ? Parce que, alors, pour le petit contexte, je vous parle de ça parce que moi-même, je suis l'aîné de ma famille. Je suis l'aîné de ma famille, ma maman même est l'aînée de sa famille. Donc voilà, un petit schéma, un petit schéma qui se répète là. Et en tant qu'aîné de la famille, je pense que j'ai été mature très rapidement, autonome très rapidement, et très vite face à des responsabilités qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas l'aîné de la famille. Et ces choses-là, ça peut avoir un impact sur nous, notre être, notre façon d'être, sur aussi des blessures qu'on pourrait avoir par la suite ou des petites problématiques qu'on pourrait rencontrer dans son quotidien quand on évolue. Ça, c'est des choses que j'ai pu constater. Pourquoi ? Parce que, et c'est très bizarre, mais c'est très très fou, comme quoi rien ne se fait au hasard dans ce monde. Quand j'ai commencé le coaching, il faut savoir que les personnes que j'ai accompagnées, les femmes que j'ai accompagnées jusqu'ici, la majorité des femmes que j'ai accompagnées, ou la majorité des femmes aussi, qui va me suivre sur les réseaux sociaux, qui va venir dans les lives, qui va parler, etc., ce sont des aînés. Ne me demandez pas comment ça se fait, parce que ce sujet-là, en soi, je ne l'ai jamais posé sur la table en disant oui, les aînés, ceci, cela, hormis une fois peut-être sur TikTok, mais même avant ça, en fait, quand je faisais du coaching, j'avais même pas TikTok à ce moment-là, et j'avais déjà des aînés. Dans mes programmes d'accompagnement, j'avais des aînés. Et souvent aussi des Awa, parce que très souvent les Awa, c'est aussi les premières de famille, etc. Donc bref, j'en reviens au sujet principal. Le fait d'être aîné, qu'est-ce que ça m'apporte ? Alors, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'étais soumise à plein de choses où je suis devenue autonome très rapidement. Je pense que ma maturité ne vient pas forcément du fait d'être aîné, mais je pense qu'il y a quand même un lien entre les deux. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très mature, mais ça, je pense que ça vient d'un autre aspect de moi, notamment mon hypersensibilité et compagnie. Et encore, faudrait se questionner à savoir est-ce que ça découle pas du fait d'être aîné. Je ne pense pas, mais ne sait-on jamais. J'ai été très vite mature, très vite autonome. Ma première petite sœur, j'ai 4 ans d'écart avec elle, donc j'étais 4 ans seule avant de devenir grande sœur. Et ensuite, mon petit frère qui est arrivé, ensuite petite sœur, deux petites sœurs, 2 petits frères, enfin bref. Ensuite, ça s'est enchaîné. Donc, je suis l'aînée d'une famille nombreuse et une famille donc malienne, d'un papa soninké, d'un maman bambara. Donc, voilà, on connaît un petit peu ce côté quand même assez conservateur, assez traditionnel, même si moi, je trouve que j'ai des parents qui ont été quand même assez ouverts d'esprit, assez, oui, voilà, vraiment ouverts d'esprit et qui ont quand même fait une bonne partie de leur vie en France, qui sont arrivés jeunes en France, donc ça change un petit peu les choses. Ça fait que j'avais un papa qui était entrepreneur, une maman qui travaillait, donc 2 parents qui travaillaient beaucoup. Ça fait que moi j'étais très très vite autonome, très très vite dans le bain, et dans ce rôle, on va dire, de petite deuxième maman qui doit aider à la maison, qui doit aider que ce soit dans le ménage, que ce soit... On apprend tout ça très vite. Ménage, cuisine et d'autres choses, en fait. Je faisais mes devoirs seule, j'étais très autonome, mais comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très scolaire. De ce fait, je suis devenue très vite autonome
J'ai aussi commencé à déposer, récupérer ma soeur à l'école, des petites choses comme ça. Et puis, mon premier téléphone, je crois que je l'ai eu aux alentours de la CE2. Pourquoi? Pas parce que c'était pas un téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, etc. De toute façon, ça existait même pas à ce moment-là en soi. C'était un téléphone, vous savez, les tout petits téléphones tout basiques, là où on peut juste appeler. En fait, mes parents m'avaient acheté ça justement pour pouvoir vérifier que je puisse appeler et dire que je suis bien rentrée ou s'il y a un souci dehors, etc. J'avais mes clés, vous savez, avec le tour de cou, là, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérangeait quand j'étais enfant. Même en étant grande, c'est un autre constat que je fais, mais quand j'étais plus petite, moi, ça me dérangeait pas. Je rentrais, j'avais mes copines aussi qui rentraient seules, donc en soi, pas de problème. Et voilà, et je rentrais à la maison, etc. Quand par contre, il y avait des jours où je devais finir un peu plus tard, comme parce que j'allais à l'étude et qu'il commençait à faire noir le soir, donc plutôt en hiver, là, mon papa venait me récupérer en voiture, ou ma mère, il venait me récupérer, et voilà. Donc, il y a toujours eu un cadre très sécure autour de moi, et moi, je voyais pas de problème à être aussi autonome, aussi jeune, aussi rapidement. Parce que pour moi, c'était une évidence. Pour moi, c'était une normalité. Pour moi, tout le monde était comme ça. Sauf qu'en fait, non. Tout le monde n'était pas comme ça parce qu'il y a d'autres enfants à cet âge-là qui ont leurs parents qui viennent les déposer, les récupérer, etc. Sauf que on est dans un monde où les parents travaillent de plus en plus. Moi-même, je suis confrontée à ce sujet-là. Donc, chaque parent fait comme il peut, en fait. Et moi, comme j'ai dit, ça ne me posait pas problème. Au collège, c'était pareil. Je rentrais le midi. Soit il y avait quelque chose dont ma mère avait fait du riz la veille, etc. Donc, tu chauffes ton assiette de riz, tu chauffes ta sauce, tu manges, tu te débrouilles, en fait. En fait, cet aspect aîné, moi, j'en ai vu et j'en ai tiré que l'aspect positif. D'accord ? Jusqu'à un certain moment. Mais au début, j'en tirais que l'aspect positif, c'est-à-dire que on me dérangeait pas, j'étais tranquille, c'est moi qui choisissais ce que je mettais à la télé, je faisais mes devoirs tranquillement parce que j'aimais ça, j'aimais l'école. Donc, je voyais pas de problème. Moi, tout allait bien pour moi. J'étais gâtée, je demandais quelque chose, je l'avais. Vraiment, je n'ai pas manqué de quelque chose dans mon enfance. Si ce n'est que oui, ça aurait été sympa d'avoir plus de présence parentale en étant enfant. En fait, c'est plus ça qui m'a manqué qu'autre chose. Matériellement parlant, financièrement parlant, je n'ai jamais manqué de rien. Et ça, mes parents ont très bien fait le travail par rapport à ça. Et puis, quand on grandit, plus on grandit, plus on a des responsabilités. Et c'est là où ça devient compliqué. Je pense que c'est à l'adolescence où l'enfant est amené à se construire, où j'étais amenée à me construire, que ça devenait compliqué. Ça devenait compliqué pourquoi ? Parce que dans ma tête, il y avait ce côté... tu dois être un modèle, donc tu n'as pas le droit d'échouer. Sauf que quand tu deviens adolescente, tu fais des erreurs. Tu fais des erreurs d'adolescente, tu fais des erreurs à l'école, tu ne sais pas forcément vers quoi te tourner, vers quoi t'orienter, etc. Moi, tout ça, en fait, je pouvais le voir comme un échec. C'est-à-dire que si j'échoue professionnellement, ça va être perçu dans ma tête comme un échec et je me dis, je suis un échec pour mes petits frères, mes petites sœurs. Et donc, c'est ce rôle de modèle, en fait, qui s'impose sur notre tête en tant qu'aîné, qui n'est pas agréable à avoir et surtout que certaines fois, oui, ça vient des parents qui te le posent et qui te disent des phrases comme « Ne fais pas ça, tu dois être l'exemple, t'es la grande sœur, si tu fais ça, les autres ils vont faire ça aussi, etc. » Ce genre de phrases, les parents, je vous recommande d'éviter parce que inconsciemment, nous, ça nous pousse à chercher à être parfaite à tout prix, coûte que coûte, quitte à nous oublier en fait. Donc ça, c'est la première chose, c'est ce rôle de modèle. Certaines fois, ce sont même pas les parents qui le disent, mais ça vient comme ça parce que on est la grande sœur et qu'on a ce sentiment qu'on doit être un modèle pour nos frères et sœurs. Ça, vraiment, les filles, si vous êtes aînées, n'hésitez pas à me partager à ce sujet-là, n'hésitez pas à me dire sur Instagram, en commentaire, si vous le vivez, si vous l'avez ressenti. Ça, c'est quelque chose dont il faut se détacher à tout prix parce que ça nous pousse à ne pas vivre pour nous, mais à vivre comme si on attendait de nous. D'accord ? Ce sentiment où on a cette sensation que nos parents attendent de nous, nos frères et sœurs attendent de nous, que tout le monde attend de nous, en fait, si on commence comme ça ne va jamais s'arrêter parce que on va se dire, dans le travail, on attend de nous. Nos enfants vont arriver, on va dire, nos enfants attendent de nous. On va se marier, on va se dire que notre mari attend de nous. Et je suis arrivée dans toutes ces séquences-là et j'en suis arrivée à me dire, non, Awa, non, c'est plus possible, tu vis quand pour toi ? Parce que tu fais ce que tes parents te demandent, tu fais ce que ton mari te demande, tu fais pour tes frères et sœurs, pour leur montrer que tu es toujours bien.
Alors que c'est pas une réalité, c'est une façade. Et donc, tu arrives aussi à faire la même chose au travail, etc. Et à finir par avoir de la toxicité autour de toi que tu attires malgré toi parce que les gens ne verront pas de limite. Parce que tu veux juste être bien. Et on arrive dans ce schéma de people pleaser, la personne qui fait plaisir à tout le monde, qui ne dit pas non, qui sait être dur et ferme avec ses frères, avec ses sœurs, parce que c'est un peu la deuxième maman qui éduque, etc. Mais qui va quand même être dans ce côté où elle veut tout donner tout le temps. Et ça, c'est épuisant. On a le droit de dire non en tant que grande sœur. On a le droit de poser des limites. On a le droit de déconnecter. Bref, on a le droit de tout ça. Moi, dans mon schéma, j'estime que je peux être un modèle pour mes frères et sœurs. Et d'un autre côté, il y a une autre partie qui ne doit pas forcément être un modèle pour eux. Je ne veux pas forcément que mes sœurs ou mes frères se disent « je dois me marier jeune, je dois me marier vite, etc. » Parce que moi, je sais quelles sont les difficultés. Je sais quelles sont les difficultés derrière, je sais ce que j'ai subi, ce que ça a engendré chez moi. Je sais quels sont les bons aspects, mais aussi les difficultés. Sauf qu'en fait, il y a une deuxième chose qu'on va avoir, nous, en tant qu'aînés, c'est ce côté la femme forte, la fille forte, qui ne montre jamais ses failles. Qui ne montre jamais ses failles et qui limite ne demande jamais d'aide. Ça, les filles aînées, on est les championnes dans ça. Ça veut dire que on aide tout le monde, on ne demande pas d'aide. On aide tout le monde, mais on n'accepte pas d'être aidé, d'être soutenu. On n'accepte pas d'être faible et de paraître faible. Parce que si on se dit qu'on a échoué là, si on dit que là ça va mal, eh ben on a cette sensation que nous sommes faibles. Moi, c'est comme ça que je le vivais. Vraiment, je suis quelqu'un qui, malgré toutes mes péripéties, genre là, mes parents ne peuvent pas s'asseoir et dire « ma fille, elle a vécu ça, elle a vécu ça ». Parce qu'ils savent pas. C'est triste à dire, mais ils ne savent pas parce que je leur dis pas, parce que dans mon monde à moi, dans mon univers, c'était « sois forte et tais-toi. Fais ce que tu as à faire et tais-toi. » Surtout quand c'est toi qui as choisi tes choses, va et tais-toi et assume. Donc, vous savez qu'il y a plein de choses que j'ai vécues, que j'ai fait, qui ont été difficiles. Personne ne sait, ni même mes frères et sœurs. Moi, je leur montre le beau côté, le bel aspect. Donc, en faisant ça, bah en fait, on se coltine encore une fois une nouvelle étiquette de celle qui est très forte, celle qui ne pleure jamais, qui ne tombe jamais, qui n'échoue jamais, alors que c'est faux. On est humain. On a besoin d'avoir de l'aide, du soutien moral, du soutien émotionnel quand ça ne va pas. Et c'est ok de demander de l'aide et ça ne fait pas de nous des êtres, des êtres qui ne devons pas exister, etc. Bien au contraire. Bien au contraire. Parce que si nos frères et sœurs ont un problème demain, on aimerait bien savoir qu'ils aient un problème et qu'ils nous le disent. Alors pourquoi nous, on ne le fait pas ? On ne leur montre pas l'exemple de ce côté-là. On ne leur montre pas l'exemple. Mais on leur autorise à venir nous dire, à venir nous solliciter quand il y a un problème ou autre, mais nous-mêmes, on ne le fait pas. Et je me souviens d'un jour où j'ai fait une réunion, entre guillemets, une petite réunion entre sœurs. Donc, j'ai demandé à ma mère et mes sœurs d'être là. C'était entre filles, là, c'était pas que les garçons. Et je leur ai dit, allez, chacun dit ce que vous aimeriez qu'on améliore pour nos relations, pour qu'on soit bien, etc. et tout. Donc, bien évidemment, la première chose dont elles se sont plaintes, c'est du fait que je ne décroche jamais, mais ça, j'y arrive juste après. Que je décroche jamais, que je suis plus vraiment présente, etc. Donc ça, je l'ai entendu et je dis c'est vrai. Et moi, je leur ai expliqué aussi que, en fait, quand elle m'appelait, je dis elle parce que mes frères en soi, ils m'appellent pas. S'ils m'appellent, c'est pour une bonne nouvelle ou vraiment, c'est soit pour une bonne nouvelle, soit pour venir chez moi, soit pour voir mes enfants. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, lambda. Mais ils m'appellent pas pour me dire oui, nanani, nanana. Sauf que mes sœurs, ma mère, quand elle m'appelait, c'était souvent parce qu'il y a un problème. Ou, oui, pour parler de problèmes. Et ça aussi, on a cette facilité à entendre les problèmes des autres. Mais c'est pas que mes sœurs, c'est avec tout le monde en fait. Et c'est ce côté, on s'appelle parce qu'il y a un problème. Tes amis t'appellent parce qu'il y a un problème. Et tu deviens cette oreille qui écoute tout le monde, mais pas cette personne qu'on appelle juste pour rigoler avec toi au téléphone ou pour passer un peu de temps avec toi au téléphone. Vous voyez ? Et ça, en fait, j'en pouvais plus parce que, en plus, je suis hypersensible. C'est-à-dire que moi, je prends tout.
Si mes sœurs ont un problème, c'est mon problème. Ça devient mon problème. Si ma mère a un problème, ça devient mon problème. Si elles avaient des émotions négatives, des émotions désagréables, j'aspirais, ça devenait mon émotion. Ça fait qu'à la maison, en plus de moi-même qui ai mes propres problèmes, sauf que moi, je ne parle pas de mes problèmes, je me prends aussi les problèmes des autres et je suis comme ça. J'avais la tête comme ça. Et donc, je pouvais plus. Émotionnellement, c'était trop. Et je leur ai dit, en fait, ce serait sympa de m'appeler aussi quand vous avez des bonnes nouvelles. Quand vous avez des bons trucs, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu ceci, appelez-moi, parlez-moi en fait. Mais m'appeler juste parce que un tel a fait ci, parce que vous n'avez pas eu ça, parce que nanani, parce que nanana, oui, je l'entends. Mais tout le temps pour ça, c'est pas agréable. Donc je décroche plus. Et on en arrive à là, on peut voir des grandes sœurs qui s'éloignent, qui quand elles deviennent adultes s'éloignent, n'appellent plus trop, ne décrochent plus trop, font leur vie, voyagent beaucoup. Plein de choses comme ça. Pourquoi ? Le fait de s'éloigner, c'est aussi le fait de reprendre pour nous le pouvoir en tant qu'aîné, de se dire, nous aussi on a le droit de vivre. On a le droit de vivre, on a le droit de vivre, de respirer, de voyager, de juste d'avoir de la légèreté et de ne plus avoir les responsabilités de tout le monde. Alors qu'en fait, on devient des deuxièmes mamans alors qu'on n'a pas cherché à être la deuxième maman. On n'a pas cherché tout ça. Nous, on veut juste vivre au même titre que les autres. Et souvent, on n'a pas forcément la même éducation parce qu'on était un peu l'enfant test. Soit c'est trop dur, soit c'est trop flex. Et puis après, ceux d'après, c'est un peu mieux organisé, etc. Et encore une fois, je ne blâme aucun parent pour ça. Je ne blâme même pas mes parents pour ça. Loin de là, ils ont vraiment... Chaque parent fait de son mieux parce que moi-même, je suis maman. Et je cherche juste à faire de mon mieux. Et donc, je sais qu'il y a plein de choses imparfaites avec mes enfants. Parce que la maman parfaite, elle n'existe pas. Être une maman parfaite, c'est juste aimer son enfant du mieux qu'on peut. Et puis voilà. Mais c'est vrai que les aînés, on a ce poids de responsabilité qu'on va prendre sur nos épaules. Et quand on s'en va, quand on s'efface un petit peu, qu'on se déconnecte de tout ça, ça peut fâcher, ça peut énerver, ça peut blesser, ça peut vexer, alors que c'est pas contre les autres. C'est pas contre nos familles, c'est pas contre nos amis, c'est pas contre nos proches. C'est juste qu'on a besoin d'enlever de la responsabilité sur nos têtes. On a besoin de légèreté, pas être stressé, pas avoir de la responsabilité des frères, des sœurs et tout. Pas être de deuxième maman ou quoi que ce soit, juste être là pour respirer, vivre notre vie, ensuite revenir et trouver le bon équilibre dans tout ça. Et ça s'apprend, ça met du temps, mais ça s'apprend, mais ça met du temps. Ça, j'insiste dessus, parce que moi, ça m'a mis du temps et j'apprends encore. Moi, je suis vraiment partie dans ce côté, je coupe tout. Je m'en vais, je coupe tout, parce que je savais plus comment gérer. Et parce que moi-même, j'avais pas encore les mots, j'avais pas encore processé intérieurement. Il y a quelque chose qui va pas, mais je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous allez comprendre, etc. Donc, j'ai tout coupé pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. En fait, j'avais juste besoin de tranquillité. Je l'ai compris parce que même dans ma relation, dans mon couple, en fait, il y a eu des moments où ça n'allait pas. Et quand ça n'allait pas, c'est parce que il y a eu plein de raisons pour lesquelles ça n'allait pas. Les couples, c'est les hauts et les bas, etc. Mais il y a une des raisons qui revenait souvent, c'est le fait d'avoir cette énergie masculine très développée. Très développée parce qu'en devenant la deuxième maman, il y en a beaucoup qui, parce que les pères sont absents, parce que les pères sont démissionnaires, parce que les pères sont présents mais ne sont pas là réellement, là, l'aîné, ça devient aussi comme la figure paternelle pour les petits frères et petites sœurs. Celle qui dit... Ne fais pas de bêtises. Quand la maman n'est pas là, c'est elle aussi qui vient gérer tout ça, etc. Alors que c'est le papa qui devrait prendre la relève quand la maman n'est pas là. Et le fait d'avoir des papas autant démissionnaires, absents, qui abandonnent, etc., ça fait que l'aînée aussi, elle prend plein de responsabilités comme ça. Le fait d'avoir des papas qui vont démissionner, qui vont abandonner, qui ne seront plus là, ou le fait d'élever vos enfants, votre aîné, en mode vas-y, sois forte, réussis tout ce que tu fais, etc. Ça développe chez nous les filles, les femmes, une énergie masculine trop développée. Dans l'énergie masculine, on est amené à être plus dans le passer à l'action, prendre des décisions, faire les choses, être plus orienté action, challenge, compétition, résultat. Toutes ces choses-là, en fait, qui vont être liées
à l'énergie masculine, là où l'énergie féminine est plus dans l'intuition, la légèreté, la demande. Étant donné qu'on va être en train d'agir, de gérer, de contrôler, etc., on est dans cette énergie masculine très développée. On va être là à faire des études, à chercher à faire des choses bien, à lancer des business, à oser, à sortir aussi de nos zones de confort, ou à être dans carriériste, à chercher le bac+5 à tout prix, etc. Et à force de faire tout ça, on développe l'énergie masculine, sauf qu'on la surdéveloppe. C'est même plus qu'on la développe, c'est on la surdéveloppe. Et le jour où on est amené à rencontrer un homme, se marier, etc., ça peut poser problème, malheureusement, ça peut poser problème parce qu'on est amené à tout faire, à trop faire, à vouloir trop faire, à ne pas forcément laisser la place à l'homme d'avoir, lui, son énergie masculine dans le foyer. Et là, ça frite. Ça frite parce que, par exemple, moi, je ne savais pas demander d'aide. Je dirais même, mais bon, ça c'est l'ordre d'un autre épisode, mais je ne savais pas demander de l'aide à mon mari. C'est-à-dire que, moi que vous voyez là, je ne savais pas lui demander d'aide, je n'aimais pas ça en fait. Je n'aimais pas demander de l'aide. J'aimais faire par moi-même, trouver des solutions par moi-même, mais c'est pas ok. Parce que quand vous êtes marié, vous êtes une équipe. Donc, quand il y a quelque chose, tu lui demandes, tout naturellement. Mais pour moi, ça c'est pas ok. C'est comme c'était comme un acte de faiblesse. Et donc, je laissais pas sa place de lui venir. Allez hop, je t'aide, je fais ci, tu fais ça, et tatati et tatata. Donc j'ai dû apprendre. Aujourd'hui, par exemple, et même certaines fois c'est très très difficile mentalement, mais aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très bête. C'est la semaine dernière et cette semaine, donc moi j'étais dans ma période SPM plus là ma semaine de règles. Monsieur a tout géré. Il a réservé la femme de ménage, il a tout géré de A à Z. D'accord? Ça, les courses, etc. Il a tout géré. Il m'a dit, tu te reposes, tu fais rien. En plus, avec la fin du burn-out, etc. Voilà, repose-toi, occupe-toi de toi. Et puis, c'est tout. L'annonce de la fermeture d'Option H, etc. Les vidéos que j'ai tournées, tout ça, tout ça. Il m'a dit, juste repose-toi. Et j'avais besoin de me reposer. J'avais mal au ventre, j'étais pas bien. Et mentalement, je me demandais, est-ce que j'abuse pas? Est-ce que j'exagère pas? Est-ce que toutes ces choses-là, et je lui ai verbalisé ça. Je lui ai dit, j'ai l'impression des fois que j'abuse, que j'exagère, ou que je me dis, est-ce que je devrais pas me lever et faire tout ceci? Est-ce que je devrais pas aller faire un peu le ménage là? Etc. Et il me dit, mais tu vois, là tu reviens dans tes schémas. Alors que non, on a déjà parlé de tout ça, on sait très bien tout ça, on a notre façon de faire, etc. Donc non. Et lui, c'est pris, hop, il prend le téléphone, tac, 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 il prend des décisions, bim, bam, boum, c'est réglé. Mais en fait, c'est sa tâche, il le fait, il a dit qu'il le fait et c'est fini. C'est un homme, avec son énergie masculine et féminine bien alignée. Moi, c'était pas aligné et donc j'étais en surplus d'énergie masculine et ça posait des problèmes dans le travail, dans le perso, dans le tout. Et autant il y a du bon, il y a du positif, mais autant il y a du négatif. Ça fait que depuis l'année dernière, je me suis dit, je veux focus. Je veux me concentrer sur le fait de me remettre en équilibre sur mes énergies, développer mon énergie féminine. L'énergie masculine, je ne la perdrai pas. Je la perdrai jamais parce que c'est un truc qui est trop ancré. C'est beaucoup trop ancré pour que je la perde. Et parce que aussi, de par l'éducation que j'ai eue, etc., tu vois, ce côté, la fille, elle doit être battante, elle doit être forte. Vu que j'ai été élevée comme ça, elle doit être indépendante. Ça ne partira pas. Mais, je peux faire en sorte d'avoir le bon de l'énergie masculine et le bon de l'énergie féminine pour juste être en équilibre et que tout soit équilibré à l'intérieur de moi, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes relations sociales, dans mes relations familiales, etc. Mais si j'équilibre pas, ça va continuer de poser problème. Et très souvent, on finit dans des burn-out, des dépressions, parce qu'on fait trop, on fait beaucoup trop, on a trop de responsabilités trop vite. Quand est-ce qu'on lâche ? Quand est-ce qu'on lâche prise? Quand est-ce qu'on apprend à souffler? Quand est-ce qu'on apprend à demander? Quand est-ce qu'on apprend à se reposer? Pendant un long moment, le repos et moi, c'était pas ok. C'était pour moi interdit de me reposer. Je n'avais pas le droit en fait. Je ne m'autorisais pas le droit de me reposer. Et c'est pour ça que je vous répète pendant tout le temps sur mes réseaux sociaux, prenez soin de vous.
reposez-vous, allez vous faire masser, allez vous faire bichonner. Parce que vous avez le droit et parce que vous le méritez. Et parce que je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup d'aînés. Et ça, j'insiste dessus et c'est pour ça que j'essaye de vous montrer plus de choses où je suis amenée à m'occuper de moi, me reposer, parce que d'une manière, ça me force moi à le faire, et d'un autre côté, ça peut aussi vous inspirer vous à le faire en fait. Et c'est important, j'insiste dessus, prenez soin de vous, ne perdez pas ce que vous avez gagné en étant la fille aînée, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on apprend, on est très débrouillard, très courageuse, on peut être très mature, etc. Mais développez aussi l'autre côté. Faites des choses où vous lâchez prise, où juste vous vivez, où vous rayonnez la joie, où vous mangez la joie. Juste une journée comme ça où vous organisez rien, d'accord ? Faites-le. Faites-le juste pour voir. Une journée où vous allez demander de l'aide. Demandez de l'aide à votre famille, demandez de l'aide à vos amis, demandez de l'aide à votre partenaire, etc. Juste faites-le pour voir. Vous allez voir à quel point, vous n'allez pas mourir, le monde ne va pas s'écrouler demain matin. S'il y a des problèmes, les problèmes seront toujours là demain, donc ça ne change rien à votre vie. Et puis, ça va vous permettre de respirer et de lâcher prise. Osez aussi dire non, parce que vous avez le droit de dire non. Non, je peux pas. Là, je ne peux pas, ce n'est pas ma tâche, je ne peux pas. Je t'ai aidé une fois, je ne peux pas faire plus. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Osez couper les ponts quand vous avez besoin de couper les ponts, parce que vous avez besoin de souffler, parce que ça devient trop toxique, parce que ça devient trop énergivore. Faites-le. Et osez couper le cordon, osez faire des choses qui vous plaisent à vous, même si ça ne rentre pas dans les codes, même si on attend de vous autre chose, détachez-vous de ce qu'on attend de vous. Faites les choses qui vous plaisent, qui vous font du bien, qui vous permettent de vous épanouir, de vous accomplir, parce que c'est comme ça que vous allez gagner confiance en vous et estime en vous-même. Mais si vous attendez toujours à être la fille parfaite, l'aînée parfaite, parce que sinon mes frères et sœurs ne pourront pas avoir un bel exemple, etc. Non, tu vas faire les choses pour toi et ça va être un exemple pour eux de suivre leur voie, de faire les choses bien, d'être aligné, d'être dans l'excellence, etc. Mais aussi de vivre. Mon petit frère a eu son bac plus 5, d'accord ? Mon petit frère a eu son bac plus 5. Moi, je n'ai pas eu de bac plus 5. Moi, je me suis arrêtée au bac plus 4. Ok ? Je me suis arrêtée au bac plus 4. J'ai été entrepreneur. Je me suis formée dans plein de domaines, mais pas forcément avec des formations diplômantes. Ma dernière formation diplômante m'a donné un bac plus 4. Ça ne veut pas dire que les autres, après, ils vont pas faire d'études. Loin de là, mon frère a eu son bac plus 5, il est diplômé, il a un CDI, etc. Donc, voilà, si vraiment ils ont envie de faire, ils vont faire. Ils m'appellent, ils me demandent des conseils et moi, je leur dis ce que je leur recommande de faire. Mais ça ne veut pas dire que vous devez absolument faire les choses. Parce que dans tous les cas, chaque être humain est différent. Chacun a ses facilités, ses difficultés. Chacun va choisir son chemin. Et vous n'êtes pas obligé de faire comme votre sœur, comme votre frère, ou etc. Non, vous allez chacun suivre votre voie. Ça va être votre histoire. Et le plus important, c'est d'être en confiance. C'est d'être aligné avec ce qu'on veut. C'est d'avoir un bon cœur. C'est d'être épanoui. Et de se sentir bien et fier de soi quand on va se coucher le soir ou quand on se regarde dans le miroir. C'est vraiment ça l'essentiel. Et pas qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que mes parents, qu'est-ce que mes frères vont penser, mes sœurs vont penser de moi. Non, non et non. Voilà ce que j'avais à vous partager dans cet épisode. Comme je vous ai dit, c'est décousu, c'est pas quelque chose de très construit. Je vous dis les choses comme ça qui me passent par la tête. Si vous voulez un épisode 2, si vous voulez une réunion en face à face, n'hésitez pas à me dire parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et ce serait sympa d'échanger entraîné en réunion, juste entre nous là, et de se boire un petit matcha, une petite boisson chaude, peu importe, et de papoter de tout ça. Je pense que ça peut faire du bien. Sinon, on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Just wanna get to know